Et la question. Ah oui, c'est vrai. La question. Donc petit jeu concours. Bonjour à tous. Salut. Salut. Donc voilà, on continue dans notre format un peu hors série où on vous présente des vignerons et des acteurs un peu atypiques avec des vraies personnalités dans le Beaujolais. Donc aujourd'hui on vous présente voilà, Maxime. Vigneron sur l'Antillier. Donc là on est dans son cuvage à Beaujeu et voilà, on va vous présenter un petit peu son domaine. Et pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo avec Frédéric Aublanc, donc c'est la première visite de cave qu'on a faite, n'hésitez pas à aller la voir, vous avez un lien qui va apparaître juste au-dessus. Et puis on va laisser Maxime se présenter. Dis-nous tout. Donc moi je suis Maxime Mallard, je me suis installé en 2023, mon premier millésime sur Lantigné et Régnier. J'ai vinifié en 2024 mon deuxième millésime. Et là depuis 2024 j'ai pris ce cuvage à Beaujeu, au Mollard, donc tout en haut de Beaujeu. J'ai des vignes sur Lantigné, là j'ai 2 hectares sur Lantigné et 1,5 hectare sur Régnier maintenant. Mon domaine s'appelle encore les vignes de l'imprévu, mais va bientôt s'appeler les vignes en M. Ah, changement, petit changement d'exclusivité. C'est la première fois que ça va changer début mars. Début mars, nouveau nom de domaine. Les vignes en M. Pour l'instant, je fais que du rouge. Pourquoi je change de nom de domaine? Parce que le mot imprévu était déposé par une autre marque. Donc on n'est pas obligé de citer le nom dans la vidéo. Voilà, une grande marque viticole qui du coup m'a demandé de changer de nom de domaine. Bref, voilà. Donc les vignes en M, même charte graphique, même bon, de toute façon, idée. on mettra tous les liens dans la description. Voilà. On change pas l'objectif du domaine et la façon de bosser, c'est juste le nom qui change. Allez, impeccable. Voilà. Bon, on va voir le cuvage parce que là, il pleut un petit peu. Allez, on y va. Donc là, on est dans le cuvage, où j'ai vinifié pour la première fois en 2024. C'est un cuvage qui est beaucoup trop grand pour ce que je fais aujourd'hui, mais on est sur un cuvage un peu à l'ancienne du Beaujolais, classique, avec les cuves béton pour faire les macérations. Les raisins rentrent par en haut avec un toboggan. Ça tombe dedans. C'est des cuvées à la pompe à vendange. La pompe à vendange, ça monte par le tuyau là, qui est au-dessus de moi et ça part dans le pressoir. Voilà. Dessous, il y a des conquets pour stocker les jus. Et donc, je me sers de rien de tout ça. Donc, les conquets, ça, pour expliquer un peu, c'est en dessous. Les conquets, c'est en dessous, c'est des cuves en carrelage ou en époxy pour stocker le vin. Donc, les raisins pressés, le vin en dessous. Et je crois qu'il y a une capacité de stockage de 1200 hectos ou un truc comme ça. Cette année, j'ai fait 22 hectos. Donc, un hecto, c'est 100 litres. Donc, j'ai pas rempli le cuvage. L'idée, c'est de toucher le moins possible à la vendange. Donc, déjà, la caissette, pour ça aide pas mal. Pas de pompe dans le cuvage, pas ce genre de choses. Pas de dégrappage comme ça, on a la vendange intacte. L'idée, moi, les 2 premières années, c'était vraiment de me faire un peu la main. C'était mes 2 premières vinifs en solitaire, quoi, sans vinifier pour quelqu'un. Donc, c'était déjà de voir un peu ce que donnaient les raisins en grappe entière comme ça. Maintenant, je commence à être un peu plus à l'aise. Donc, j'aimerais bien passer sur un peu des grappages sur certaines cuves. Peut-être faire un peu de macération en amphore, donc là il faut passer par des grappages. Voilà, faire des choses un peu différentes. Mais dans toute la vinif, pas de sulfitage à l'encuvage, le plus naturellement possible. Pas de levurage, ça dépend des cuves, si ça part ou pas. Cette année j'en ai une, j'ai pas levuré, une que j'ai levuré parce que ça partait pas. Tu fais des pieds de cuve après Voilà, alors j'en ai pas fait pour l'instant, là je me suis acheté un plus petit pressoir, donc ça c'est mon gros pressoir pour faire ma presse quoi, de vin. Et je me suis acheté un plus petit pressoir là qui va me permettre de faire mon pied de cuve. L'idée ça serait de passer en Déméter, donc en biodynamie, d'ici 2 ans. Et donc la biodynamie interdit le levurage. Et donc du coup, il faut faire des pieds de cuve. Enfin, je pense qu'il faut faire un pied de cuve pour bien que la fermentation parte. Ça me paraît important dans mon idée. Et donc du coup, le petit pressoir va me permettre de faire le pied de cuve. Donc en gros, une semaine avant les vendanges, on va ramasser des raisins. On fait un rosé, quoi, on presse. On fait un rosé, on fait un petit levain, exactement. Après, on analyse ça en labo et on vérifie que c'est pas un pied de cuve foireux. Et on ensemence avec ça. Donc j'ai tout pressé avec ça. Donc cette année, j'ai fait 2 cuves. Mon Lantigné qui s'appelle Spes, qui veut dire espoir en latin. Ça, c'est ma première cuvée, première parcelle. Et mon Régnier qui s'appelle Temporalis, qui est éphémère en latin. Parce que à la base, quand je l'ai fait en 23, c'était une parcelle que j'avais qu'1 an. C'est une cuvée éphémère. Et puis finalement, l'étiquette est belle. C'est celui-là avec le grand raisin. Tu nous montreras ça. Ouais, je vous ferai voir ça après, mais l'étiquette est sympa. Et donc... non, j'ai pas gardé la parcelle, mais j'ai gardé l'étiquette. Donc c'est plus une cuvée éphémère. Mais elle s'appelle quand même Temporalis. De toute façon, le vin, c'est éphémère. Donc le vin s'appelle Temporalis Bonheur éphémère. Un petit clin d'œil à la bouteille qui se vide quand on l'ouvre. Et cette année, je vous ferai voir après en cave, mais j'ai en plus, avec mon Régnier, j'ai séparé la tire et la presse pour faire... Donc juste pour expliquer, moi juste parce qu'il y a des gens qui connaissent pas forcément tout le vocabulaire. La tire, c'est le jus qu'on sort de la cuve en fin de macération. Et la presse, c'est le jus qu'on sort du pressoir. Donc on peut isoler ou assembler les deux. Moi, le Lantigné, j'ai assemblé les deux. Le Régnier, j'ai isolé les deux. Et dans l'amphore, j'ai fait une amphore, du coup, j'ai mis que de la presse.
Ok. Voilà, Tu as cherché, voilà, parce que là, pour le coup, c'est une parcelle que j'ai pris en fermage pour 9 ans. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je vois. L'idée, c'était de connaître un peu les potentiels des presses et des tiers, et puis de faire 2 vins différents. Et après, du coup, pour la partie Viti, donc exploitation, c'est quoi un peu aussi? Donc en Viti, je suis en bio, je travaille tout en bio. Dans mon installation, j'ai fait le choix de prendre que des parcelles mécanisables, pas parce que je crois... Donc pas de gobelets. Peu de gobelets, ou en tout cas des gobelets où je peux passer en tracteur. Voilà. Pas parce que j'ai des parts dans le monde du tracteur, mais parce que je bossais à côté, je voulais être plutôt efficace dans mes vignes. Je pense que une bonne viticulture, ça passe par une bonne maîtrise de l'enherbement. Ça ne veut pas dire qu'il faut travailler non-stop et toujours avoir un sol nu, mais il faut maîtriser, pas se faire dépasser. Ouais, mais après, quid quand même aussi de la question du réchauffement climatique. Parce que moi, j'aime pas trop les palissés, comme vous avez pu le voir dans votre vidéo. Mais c'est le modèle de se dire que voilà, on a quand même un modèle où on a le soleil qui tape en permanence, on a quelque chose de très exposé. Très exposé, ouais. Alors du coup, j'ai fait le choix de faire des palissés. Donc là, j'ai 3 hectares, j'ai 1 hectare de gobelets et 2 hectares de palissés. Ok. Mes palissés, ils sont en 120 par 100. Donc on a quand même on a quand même une forte densité, donc on a cette ombre déportée. J'ai beaucoup hésité à planter, la parcelle que j'ai plantée, j'ai beaucoup hésité à la planter en 2 mètres, parce qu'on voit quand même beaucoup de vignes en 2 mètres. C'est un modèle qui est plus efficace à travailler. Et puis finalement, j'ai planté en 120 par 100, et derrière, on m'a proposé une parcelle d'1,5 hectare en 120 par 100. Donc, après, ça me fait une modalité aujourd'hui très uniforme en fait, sur mon domaine. Du coup, aujourd'hui, je peux me dire que je peux investir dans un tracteur, il passe partout. Non, mais c'est sûr. Alors que si j'avais des 2 mètres et des 120, il me faut un enjambeur et un tracteur. Ça complique un peu le truc. Donc du coup, en Viti, je travaille en bio, je suis certifié bio, sauf une parcelle de Régnier qui est en conversion. Et avec l'idée pareil de passer en biodynamie, parce que je fais déjà un peu de biodynamie, par conviction et parce que c'est très agréable. Ça fait du bien, la biodynamie. Ça fait du bien à la vigne et ça fait du bien au bonhomme. C'est sûr. C'est doux, c'est calme. On passe avec un petite bouille à dos, là, c'est un petit sac à dos qui fait 15 kg. Il n'y a pas de pompe, c'est une pompe à main. Donc il n'y a pas de bruit, et on n'est pas un produit, moi je trouve j'apparente ça un peu à l'homéopathie. Quoi. C'est ça. Donc aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est bouse de corne à l'automne et au printemps, silice au moment des fleurs juste avant les vendanges, et puis après des extraits de plantes, camomille, achillée, valériane, qu'on soude, ortie. Qu'on peut même mettre avec les traitements. Ouais, que je mets un peu. Alors l'ortie, je mets avec les traitements, les autres, j'essaie de faire des passages individuels, parce que c'est agréable. C'est vraiment agréable, c'est calme. Le matin, là, au lever du soleil, l'été, c'est un moment de bonheur. Contrairement aux traitements, parce que du coup, en bio, je mets tous mes traitements cuivre et soufre. Là, on passe avec un atomiseur, avec un vrai moteur, une turbine, donc c'est moins agréable. Il y a un peu plus de bruit. Un peu plus de bruit. Donc voilà, dans les grandes lignes, pour l'instant, j'ai vinifié tout en parcellaire, parce que j'avais que 2 parcelles, donc je fais de vinif. Je ne sais pas encore comment je vais faire cette année, parce que j'ai des grandes parcelles. J'ai envie de garder mes trames, mes cuvées de base que j'ai créées au début, qui sont un Lantigné très fruité, un Gamay, un Régnier un peu plus extrait, un peu plus fût, un peu plus marqué. Donc j'ai envie de garder ça sur ces parcelles. Après, j'ai des nouvelles parcelles qui sont rentrées, donc je pense que je vais créer une nouvelle cuvée. Les nouvelles, elles sont sur Régnier sur Lantigné, et sur Beaujeu, en fait. Il y a un petit bout sur Beaujeu. Et donc en du village. du coup, que je peux pas mettre dans mon Lantigné, donc je pense que je vais passer en village, peut-être faire un Beaujolais nouveau, ça sera peut-être l'occasion de faire un Beaujolais nouveau. en rosé. Ou un rosé, à voir. Je suis plus sur le Beaujolais nouveau que sur le rosé pour l'instant. J'aimerais bien trouver des blancs cette année pour faire une vinif en blanc. Que ça me manque un peu dans ma gamme. Mais tu m'avais pas dit que tu en avais pris? C'est en cours de discussion. C'est en discussion. Les blancs, c'est quand même un atout. C'est un atout. Exactement. C'est intéressant à travailler, c'est une autre vinif. C'est c'est sympa. Une gamme, c'est vrai que c'est sympa. Commercialement, c'est hyper intéressant. Ça se vend bien, quoi. J'ai souvent quelques copains qui sont là pour les vendanges et je me dis que d'avoir le pressoir qui tourne avec les blancs pendant les vendanges, ça va être sympa. Ça va... Un petit coup market. Tu vois, quand j'ai quelques copains qui sont pas là, ça leur manque un peu de voir le pressoir tourner parce que du coup, ils repartent des vendanges et ils ont mis les raisins dans les cuves et après, quand ils reviennent, le vin il est en bouteille et il leur manque un truc. Et c'est sympa. J'essaye dans toute mon approche du domaine de beaucoup partager en fait avec mes amis et les gens qui m'entourent. Je suis aussi rentré dans pas mal de groupes de vignerons sur Lantigné, Vignerons et Terroirs de Lantigné. C'est un groupe de vignerons bio sur Lantigné qui défendent l'appellation du village. Lantigné, on t'en parlait pas mal dans la presse. Il y a une belle dynamique. Là, on est en train de travailler sur un dossier d'appellation d'origine durable. Donc, c'est d'aller un peu plus loin que les AOC, quoi. C'est vraiment de ramener ce côté de durabilité et d'écologie à la notion d'AOC.
En 2-3 mots, ça consiste en quoi En 2-3 mots, ça consiste à s'organiser entre nous pour défendre des valeurs sur un terroir précis. On se dit que ce terroir-là, donc en l'occurrence ce terroir d'Antigné, il a quelque chose de particulier. C'est pas juste du Beaujolais village. Par contre, dans notre mentalité à tous et dans nos discussions, on fait des dégustations tous ensemble et on essaye d'avoir des vins vinifiés le plus naturellement possible, sans être nature. Dogme nature, on veut absolument être nature. Et puis après, je suis entré dans un autre groupe, ça s'appelle Vignerons et Vivants du Beaujolais, en Beaujolais. Je connais pas. Vignerons du Vivant en Beaujolais, VVB. Ok. C'est un peu la même idée que l'Antigné dans l'approche bio et naturelle. L'ensemble du territoire. Mais par contre, c'est à l'ensemble du territoire du Beaujolais. Donc on ne défend pas un terroir et des valeurs autour d'un terroir. On défend une approche globale de la viticulture dans le Beaujolais. D'accord. Et l'idée, le groupe, il a été créé pour se former entre vignerons. En fait, ils étaient une dizaine à discuter, à bien s'entendre, et ils se sont dit, en fait, si on se réunit et qu'on se soude un peu on peut bien les formateurs, se payer des formations, avoir un accompagnement, à faire des commandes groupées ensemble. Et puis au début, se poser des questions. Toi, tu fais ça comment? Ah ouais, c'est bien. Et puis du coup, ils ont progressé super vite. Ouais, un vrai groupe de partage, quoi. En bio, avec une approche agroécologie, couverts végétaux, agroforesterie. Un beau panel. Enfin tout ce qui va autour de cette vision bio et durable de la viticulture. Donc du coup, ces deux groupes-là, expérimental, exactement. Ça permet vraiment déjà de travailler avec des vignerons, certains qui sont assez connus, qui commencent à avoir un nom, qui font des super vins, des vins que je buvais avant en fait de m'installer. Donc c'est chouette. Aujourd'hui, c'est des copains qui me font progresser. Donc c'est vraiment cool d'être avec eux. Et puis ça soude, quoi, ça fait grandir. Bon, du coup, là, le but serait que tu nous fasses une petite démo grandeur nature, comment ça se passe quand le raisin arrive. Donc, le cycle du raisin jusqu'au pressoir, et après dans la bouteille, mais ça sera après ça. Donc, les raisins, ils arrivent dans ces petites caisses, première année par logistique, parce que je ne pouvais pas en cuver par au-dessus avec un tracteur et une remorque. Donc, la caisse, elle arrive par la porte. On recule une remorque de voiture. Et ici, on avait fait un escalier en palette. Et on mettait les caisses ici, là, hop, comme ça. Et il y avait quelqu'un là-haut qui chopait les caisses et qui les vidait une par une là-haut dans les cuves. Et qui remettait la caisse vide ici. Et il y en avait un dernier qui l'attrapait et qui la renvoyait dehors pour qu'elle soit lavée. Voilà. C'était bien rodé. Ouais, c'était bien rodé, bien efficace. À la fin de la journée, ça doit. Le mec qui les vide. En fait, là-haut, on n'est pas trop mal. On est vraiment en hauteur. Ok, ouais, tu n'as pas l'élevé plus haut que. Et là, tu l'as rempli donc jusqu'où à peu près? C'est pas dans cette cuve que j'ai fait ma carbo sèche, parce que le raisin, quand il tombe de là-haut jusqu'en bas, il s'explose un peu quand même. Donc celle-là, j'ai tout de suite eu beaucoup de jus dans celle-là. Et donc la porte fermée, évidemment. Ça, c'est une cuve en fibre de verre. C'est une cuve en fibre de verre, chapeau flottant. Donc le chapeau, ça permet de. Si on stocke du vin, ça permet de le gonfler, de protéger le. De se mettre au niveau, quoi. Ouais, exactement. Et je l'avais rempli jusqu'à autour de 25 hectos, je crois, par là, en raisin. Donc ça m'a fait à peu près 12 hectos de jus à la fin, la moitié en jus. Ok. Et donc c'est là où tu as séparé la presse. Voilà, exactement. Donc ensuite, une fois au bout de 2 semaines, un peu plus de 2 semaines, en vinif, j'ai fait remontage tous les jours. Donc je tire le jus par la cannelle là, et pompe en bas, tuyau qui monte, et on recrache le jus par au-dessus pour mouiller le chapeau et puis extraire un peu de matière. Et j'ai fait 2 ou 3 délestages. 3, je crois. 3 délestages. Donc délestage, c'est que j'ai pompé tout mon jus. Donc en gros, j'avais du jus. En fait, au début, j'avais du jus là. Et puis au fur et à mesure, le jus il monte puisque les baies elles se libèrent leur jus. Et à la fin, j'avais presque le jus en haut. Donc en gros, je pompe tout le jus. Je le mets dans une autre cuve qui était à côté. Et ensuite, je le repompe tout le jus qui est dans l'autre cuve et je le renvoie tout par-dessus. C'est un remontage en grosse puissance et du coup, ça extrait beaucoup de matière. Ce que j'ai. Tu éclates un peu les gros aussi. Dans ma démarche, j'avais un peu choisi de me dire que je continue à vinifier à froid. Donc sans chauffer. Le problème, cette année, il a fait froid tout de suite au vendange. Il a fait froid tout le temps. Donc l'année dernière, en 23, ça a marché parce que du coup, j'ai vinifié à tiède, quoi, parce qu'il faisait quand même bon dehors. Donc plutôt froid, mais suffisamment chaud pour que ça extrait bien. Et cette année, c'était un peu froid. Ouais. Donc, du coup, il m'a manqué un peu de matière en fin de macération. Et faire des pigeages, des choses comme ça pour du coup, ça extrait. Voilà. Alors, j'ai pas voulu trop fouler, trop piger parce que j'avais peur d'extraire du verre comme j'étais en grappe entière. Ah oui, ouais. Donc j'ai préféré le verre qui est dans la rafle, qui tient les grumes. Donc j'ai préféré faire du délestage qui va pas trop écraser les rafles. Donc, et une fois que tu as fait ça, une fois que c'est fini, on prend le jus, on le met dans une cuve. Dans les cuves en inox derrière, j'avais fait le jus de tir. Et ensuite, on ouvre la porte. Et on avait mis une benne comme ça dessous là, hop, et puis avec des seaux, on prend les seaux et on les jette dans le pressoir qui est là. Donc tu as tout fait avec un petit pressoir comme ça. Ça c'est quoi? C'est un pressoir américain? C'est un pressoir américain à cliquer. Donc le principe, on peut regarder là-dedans là.
Le principe, c'est qu'on met, bon là ils sont un peu en vrac, mais en gros on met des morceaux de bois comme ça dessus. Donc on met les raisins bien à plat, ça montait en haut de la cage là. Ouais, c'était rempli jusqu'en haut pour cette Là, cuve. c'est combien d'hectos que tu peux mettre? 25. Ok. Ouais, bien foulé. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un pendant. Il y en avait un qui vidait là-bas, un qui faisait le transit. Et bon, en fait, on était que deux, donc du coup, on montait, on descendait, mais en gros, il faudrait être trois. Un qui vide, un qui fait le transit, et un qui est dedans et qui tourne pour met en piger, place, quoi, pour tasser, pour que ça rentre. Et après, on met ces bouts de bois dessus. Et en fait, les bouts de bois, ils viennent avec ça là. Ils font la connexion avec le raisin. Et donc ça tourne avec la. Oh, j'y arrive pas, je vais passer de force. Mais normalement, ça tourne avec le bout de métal qui est derrière toi là, si tu veux l'attraper. Voilà. Celui-ci. Oh la vache! Ouais. Oh putain! Et du coup, avec ça, on peut tirer pour décupler la force. Et donc, on vient faire tourner le socle en fonte en haut, le mécanisme, sur la vis qui vient presser. Et donc, le jus, il coule par là. Dans une autre caisse comme celle qui est là-bas. On en mettait une autre là. Et on pompait ce jus dans une autre cuve qui, du coup, est le jus de presse. La boucle est bouclée, impeccable. Voilà. Mais t'es pas obligé de faire ton assemblage. La presse et la tire d'isoler. Fermentation alcoolique pas finie. Il faut savoir qu'il y a souvent la fermentation repart peut-être un peu avec les presses parce qu'il y a encore beaucoup de sucre qui est fusionné dans le raisin. Et quand c'est fini, la fermentation de la tire, c'est fini quasiment 10 jours avant la presse. D'accord, ok. Ah ouais. En fait, quand j'ai sorti la tire, elle était sèche quasiment. J'avais plus de sucre. Par contre, la presse, je suis remonté super haut, quoi. J'ai refait une deuxième fermentation alcoolique. Parce qu'il y a beaucoup de sucre dans les raisins, effectivement. Ça va faire vraiment des vins différents à la fin. Donc ça fait des vins vraiment différents. Ouais. On pourra faire un petit tour après. Et après, les deux fermentations se sont faites à part. Et quand les fermentations étaient finies, comme il faisait froid, j'ai pas les malots qui se sont enclenchés tout de suite. Parce que là, on était déjà... Malo. Fermentation malolactique. Ouais. Petite explication. Donc c'est les bactéries Fais-nous un petit cours. qui dégradent l'acide malique en acide lactique. Donc en gros, le vin, tous les rouges sont obligés de faire leur malo, leur fermentation malolactique. Mais t'en as qui ne le font pas. Hein. Ouais, c'est rare. Mais théoriquement, oui, dans la théorie, à l'école, on dit que c'est l'acide de la pomme verte. La pomme verte, donc vraiment qui est saisissant, vivifiant. Voilà. Et l'acide lactique, c'est l'acide du yaourt, du lait, donc qui est beaucoup plus gras. Et les blancs, en fonction des appellations, en fonction des domaines, il y en a qui les font, il y en a qui les font pas. Si on regardait de l'acidité, un côté très vif, très tranchant, on la fait pas. Après, si on veut faire des vins un peu plus naturels, dans l'idée de cette idée-là toujours que moi j'ai de ce que je veux faire, je pense que même sur mes blancs, en fait, je les bloquerai jamais parce que si elle se fait, elle se fait. Oui, carrément. C'est le millésime, c'est. Parce qu'après, elle se déclenche en fonction de la température. Elle se déclenche sur la température et de l'acidité du vin, donc après, la bloquer pour la bloquer. Oui, ou la mettre en route. Ou la mettre en route pour la mettre en route. Un petit chauffe aquarium comme tout le monde là. Sur le rouge, on est obligé de la faire, donc il faut qu'elle se fasse. Et voilà, donc du coup, donc les malos ne sont pas enclenchés parce qu'on était déjà là, on était déjà fin octobre. J'ai vendangé mi-septembre, donc j'ai des cuvées fin septembre. Okay. Ensuite, il y a encore une semaine de fermentation derrière, donc ça nous amène mi-octobre, quoi. Ouais, c'est ça, c'était avant les vacances de Toussaint. C'était juste avant la Toussaint. Et il faisait bien froid. Il faisait bien froid, pas de malo, donc là j'ai dit on entonne. Donc là j'ai mis en fût, mis en amphore. C'est quoi comme volume en fût? J'ai mis 4 fûts et une amphore. Donc 4 hectos. Ouais. C'est des 200, c'est des 228. 228, ouais. Donc ça fait 4 fois 2, 8 et 9. Ouais. Ça fait 9 hectos en fût et 4 hectos en amphore. Foudre un jour peut-être? Peut-être, ouais, j'aimerais bien. Ouais. J'aimerais bien mettre un foudre. Voilà, oui, parce que les foudres, c'est vraiment les énormes. Ou en demi-muit, quoi. Des doubles, des triples fûts, c'est pas mal déjà. Ça sera la première étape, je pense. Oui, ça sera la première étape. Et du coup, les malos sont en train de se faire, là. Elles sont sur la fin, là. Okay. Donc on est mi-février. Et j'ai mis en fût mi-octobre. Voilà, on est sur la fin des malos, là. Bon, et t'es content, c'est un beau millésime, tu penses? Ouais, c'est... Tu le caractériserais comment, celui-ci? De coriace. Mais pas dans le travail, dans le goût. Ça sera un nom de cuvée, ça. Ouais. Mais il faudra quand même acheter des bouteilles, il est bon. Hein. Dans le goût, je sais pas pour l'instant, parce qu'en fait, ce qui me manque, l'autre jour, j'étais en dégustation avec le groupe de Lantigné, et le œnologue nous a demandé est-ce que vous trouvez que cette année, il y a plus de réduction que l'année dernière? Enfin, que d'habitude. Et donc moi j'ai dit ouais, mais bon c'est que mon deuxième millésime donc oui j'ai pas de comparaison quoi. Oui. Donc moi je trouve qu'il y a plus de réduction que d'habitude mais en fait que j'ai que un élément de comparaison donc du coup je navigue encore un peu à l'aveugle quoi. Non, mais c'est sûr. Et je me souviens que l'année dernière à la même époque j'étais encore mitigé sur mes vins et donc en fait ça goûtait bien à la fin et là je suis encore un peu mitigé par moment, le vin il est froid. Il y a des phases aussi. Il y a des phases, on est en fin de malo, c'est toujours un peu dur les vins je vois.
Là, ils sont vraiment froids. Là. On est à 5-6 degrés dans la cave. Donc, là, on est même pour le blanc, on est trop froid. Donc, pour un rouge un peu tannique, on est beaucoup trop froid. Donc, faut être indulgent, faut être patient avec le vin. C'est ce que je savais, c'est ce que j'ai vraiment appris là en 2 ans. Et donc là, on a combien d'élevage? Comme l'amphore, donc 5 mois. Ok. Ouais, voilà, je les ai mis c'est en même temps. On sent déjà, ça a plus de... Voilà, ça a déjà plus de... Donc 100% presse, donc c'est le même jus que l'amphore en fait, à la base. C'est le même jus que l'amphore, ça a été pressé en même temps, macéré de la même façon, dans la même cuve, pressé en même temps, et mis... sauf que là, c'est un peu plus du cœur de presse, et là, c'est un peu moins du cœur. Donc gros, là, c'est l'affinage, quoi, qui est pas le même. Ouais, voilà, c'est l'élevage et l'affinage qui est pas pareil, ouais. Mais c'est bien parce que les deux sont bien marqués dans leur style. C'est complètement différent. Le tanin sort plus sur le bois, je trouve. Ouais. Sur l'amphore, c'est cette petite réduction, mais c'était plus... Parce que je pense que l'amphore a tendance à plus s'oxyder et donc et moins rapporter de tanin du bois. Parce que là, il y a les tanins du bois. Ouais, c'est ça. Alors que dans l'amphore, il y a 0 tanin. Mais là, les gouttes froides, du coup, c'est dans le bois. Ouais, mais même froid, il y a plus de structure que là-bas, même les tanins. Alors je pense que chaud, ça doit être un peu plus opulent. Parce que là, oui, il fait quand même pas chaud, là. Légère réduction, mais franchement, c'est vraiment... Moins que là-bas, je trouve. J'ai des réductions partout cette année, c'est marrant. Je sais pas pourquoi. Un petit manque de... Oh la vache. C'est marrant, ouais. C'est intéressant de goûter le même vin. Ouais. C'est agréable. Du coup, je vais vous faire goûter la tire de la même cuve. C'est quand même cool de pouvoir expérimenter aussi sur les élevages, de pouvoir jongler un peu avec les assemblages. Surtout que c'est une parcelle que je vais avoir pas mal d'années, donc ça me permet de vraiment me projeter sur... Oui, puis commercialement, voir ce qu'il faut. Ouais, voilà, ouais. Et puis à terme, de pouvoir vraiment faire le vin qui me plaît sur cette parcelle-là, il faut expérimenter un peu, quoi. Mais avant, il faut bien ça. Hein. C'est des vieux gobelets qui ont 50 ans, sur granit, plein sud. C'était en conventionnel jusqu'à maintenant, donc bien désherbé, là. La parcelle, elle est propre. Elle est propre. J'ai passé une fois les griffes cette année pour calmer un peu les érigérons, histoire que ça ne touche pas le nez des vendangeurs. Mais j'aurais pu m'en passer, je pense. Juste histoire de commencer à l'habituer. Ouais, c'est ça. Ouais. Et un petit peu plus de réduction que les autres. Ouais, mais il change. Ça change. J'ai goûté la semaine dernière et c'était pas du tout pareil. Après, peut-être le froid là qui l'aide pas. Hein. Qui fait pas chaud quand même. Ça évolue vachement. Mais je pense que le fait que les malos soient en cours, ça fait que changer. Ouais. Parce que l'acidité est pas la même là aussi. Alors après, c'est que de la tire qui est moins alcoolique, enfin il y a moins d'alcool, moins alcooleuse que la presse. Je crois que la tire elle est à 11,9 ou 12 et la tire est à 11, juste en dessous de 12 et la presse ça doit être à presque 13. D'accord, ok. Donc il y a quand même 1 degré d'écart entre les deux. Ça fait une petite différence. Ah oui, mais c'est pas du tout le même profil, c'est marrant. Et l'année dernière, mon Régnier, je l'avais sorti en 23, je l'avais sorti à 11,5. Ok, en 23. Avec la chaleur qu'il a fait. Parce que j'avais ramassé très tôt. Ah oui, oui, je me souviens, ce que tu m'avais dit. Donc ça c'est Spess, donc c'est mon Lantigné. Alors Spess, j'ai fait 3 étiquettes pour la même cuvée. C'est la parcelle. Alors c'est pas moi qui les ai faites, c'est une artiste, qui s'appelle Mande en Ardèche, qui fait de l'aquarelle. C'est une parcelle, enfin c'est la parcelle de Spess où du matin au soir, donc du lever du soleil au coucher du soleil, d'est en ouest. En fait pour la petite histoire, c'est la première parcelle que j'ai repris, donc c'est là où j'allais le matin quand je bossais à mi-temps, enfin quand je bossais à côté. J'allais le matin, le midi pour ma pause et le soir. Et du coup c'est les 3 moments de la journée où j'étais sur la parcelle. Donc sur le Magnum, j'ai mis les 3. Et sur la bouteille qu'on achète, sinon... Voilà, et après sur les bouteilles, dans les cartons, j'en mets 2 de chaque. Ok, d'accord. Quand je fais mes cartons, je fais gaffe. Et après, ça c'est mon autre cuvée, Temporalis, c'est mon Régnier en fût. Ok, donc il y a deux... Donc j'ai 2 cuvées. Là cette année, du coup, j'en ai une 3e, si vous avez bien suivi, l'amphore, qui va s'appeler Vernu. Et après, du coup, en commercialisation, où est-ce qu'on peut les retrouver, ces 2 cuvées? Aujourd'hui, je suis à Belleville, à Boire, etc., qui est un caviste à Belleville. J'ai mon Régnier à l'Auberge à Régnier. Et puis j'ai mon Spess au Cheval Blanc à Mougnonin. Très beau resto, je crois. Très beau resto. Voilà. Donc pour l'instant, j'ai tout vendu, mon premier millésime en direct. Ok. L'idée cette année, là, en 2025, avec mon 2024, c'est de commencer à construire un circuit un peu plus pro et donc là, si là les gens veulent t'acheter des cuvées, il reste quoi du coup? Aujourd'hui, il me reste que mon Temporalis et là, disponible. Ils peuvent t'appeler directement. Voilà, ça j'en ai. On verra en description, on mettra un petit peu les Le contacts. Spess, j'en ai fait que 454 bouteilles ou 400 quelque chose, donc du coup il est parti très vite. En moyenne, tu commercialises combien de bouteilles par an? 2000. Et du coup l'année prochaine, à peu près. L'année prochaine, en fait cette année j'avais fait, enfin en 23 j'avais fait 500 bouteilles de ça, on va simplifier, et 1600 bouteilles de ça. Et du coup je suis tombé 3 fois plus vite en rupture dessus
celui-là que de celui-là. Du coup, cette année, j'ai mes 1500 bouteilles de celui-là, je les ai en gros divisées en deux entre le fût et l'amphore. D'accord. Donc du coup, je vais avoir 3 cuvées à 600-700 bouteilles. Ouais. Voilà, ce qui sera un peu plus simple à commercialiser, ça me permet d'avoir un volume plus constant. Puis ça s'est fait comme ça en plus avec les raisins que j'avais dispo. Ça va faire une belle gamme, c'est chouette. Donc ça me fait une belle gamme, exactement. Ouais. Et donc je suis en bouteille réemployable, qui n'est pas très connue aujourd'hui. C'est le réseau France Consigne, ça s'appelle. Donc tu prends ta bouteille, tu la bois et après tu la bois et tu me la ramènes soit à moi, soit à la Vie Claire, ou la Vie Claire ou d'autres magasins bio. Il y a Biocop qui fait aussi. Puis T'es pas obligé de la ramener là où tu l'as acheté? Non. Ah, c'est les collectes. Voilà, c'est une collecte et tu récupères 50 centimes sur la bouteille en valeur. Tu leur ramènes la bouteille, ils donnent 50 centimes. centimes. Ils donnent 50 centimes, même si tu vas pas acheter là-bas. Parce qu'en fait, c'est le réseau qui paye. D'accord, ok. Du coup, ils tiennent une balance des sorties et des entrées. Et ça vous rapporte de l'argent de boire du vin, vous avez vu? Et la bouteille, au lieu d'être refondue elle sera lavée et remise en circuit, revendue à des vignerons. Donc le modèle est en train de se mettre en place. Et l'achat, toi, ça te coûte pas plus cher en matière sèche? C'est une bouteille qui est un tout petit peu plus chère que la beaujolaise traditionnelle, parce qu'elle est plus lourde, mais elle n'est pas plus chère que des bourguignonnes lourdes. Voilà, exactement. Voilà. Après, il faut une étiquette spéciale avec une colle spéciale. Il ne faut pas mettre de cire autour parce qu'ils ont du mal à les gratter. Donc moi, j'ai fait le choix. Je voulais pas mettre de capsule en métal parce que la capsule en métal, c'est un produit polluant qui ne sert à pas grand-chose à part à poser la Marianne pour la taxe. Mais du coup, moi, les Mariannes, ma taxe, je la paye en déclarant en ligne les vins que je vends. Je la mets pas. Et du coup, pour quand même mettre une cire, parce que ça fait partie quand même de la tradition d'avoir quelque chose, je cire que le goulot à la cire d'abeille du Beaujolais. Et voilà, la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Oui, la démarche la démarche complète, voilà, de la vigne à la commercialisation, c'est une démarche globale. Non mais c'est bien, hein. Bravo en tout cas, hein. Bravo. Et donc l'année prochaine, j'aimerais bien, en 2025, donc du coup commercialisé en 2026, j'aimerais bien avoir un Beaujolais Village qui sera mon Beaujolais nouveau, et puis un blanc, idéalement, voire un vin orange. Pourquoi pas. On reviendra, on fera une partie 2. Ça peut être une question, ça. Qu'est-ce qu'il y a en orange? J'allais le dire. Et la question. Ah oui, c'est vrai. La question. Donc petit jeu concours. Voilà. Il est là, la question. Il est en place. Comme sur la dernière vidéo, alors on vous fait gagner une bouteille. Alors pas de vin orange, Pas de vin. parce qu'il n'y en a pas, mais un vin de ma gamme. Qu'est-ce qu'un vin orange? Si vous avez la réponse. Donc vous likez la vidéo, il faut être abonné à la chaîne et vous mettez en commentaire la réponse de qu'est-ce qu'un vin orange. Et puis Max se fera le plaisir de vous offrir une bouteille de sa gamme. Petit indice, il n'y a pas d'orange dans le vin orange. Ah ouais? Non. Non, c'est juste de l'apérole quoi. Bon, on a bravé la pluie pour aller dans une de tes parcelles. Donc là, on est où du coup? Là, on est à Lantigné, lieu dit le Charnay, ça s'appelle. Ok. On est à la limite de Beaujeu. C'est un endroit à Lantigné qui est entre les pierres bleues. Lantigné, la partie la plus à l'ouest, elle est plutôt granit, parce que c'est collé araignée. La partie au milieu, il y a une partie qui est pierre bleue. Okay. Et là, on est sur la partie qui regarde un peu Beaujeu, qui est là derrière nous. On est sur les colluvions, donc c'est la moraine glaciaire en fait. Okay. C'est un mélange de granit, pierre bleue et de tous les autres cailloux qui viennent d'au-dessus. Qui ont été ramenés par les glaciers. Donc là, il y a un gros bout, on voit que c'est... Ouais, il y a un gros bout, il y a 1,5 hectare là au total. Ah, oui, okay. On est en 3e et 4e feuille. Donc ça rentre en production? Ça rentre en production là, voilà, exactement. Là, ça rentre tout en production cette année. Les 4e feuilles étaient déjà en production l'année dernière. Il y a 2 plantations différentes. Là-bas au bout, là, et puis là, on est en 3e feuille, 4e, donc là, ça va rentrer en production. Grosse pression au cuvage là. Grosse pression au cuvage, on va pas remplir toutes les cuves. C'est en certifié bio, puisque ça a été planté, puis c'est tout de suite passé en certif. C'est une parcelle que je viens de récupérer cette année, qui me permet de doubler la surface de mon domaine, poser la DJA, donc c'est la dotation aux jeunes agriculteurs. Du coup, de m'installer officiellement à mon compte en 2025. C'est beau, premier millésime officiel plein à mon compte. Voilà, travail du sol, c'était travailler au cheval. Grosse particularité de cette parcelle, c'était très bien travaillé au cheval, c'est vraiment très beau. Oui, pour un plantier, c'est donc, bien. Attends, comment il faisait là du coup? Il passe avec le cheval ici là. Comme ça, avec la charrue, le cheval il marche là, et tu passes là, et puis après tu passes ici. Ils vont décavaillonner ou griffer, et puis après tu remontes là, tu redescends là. 2 passages par an en fait du coup. Ouais, 1 ou 2, ça dépend si t'as des griffes ou des décas. Okay, si t'as des griffes, tu prends tout, et si t'as des décas, tu prends que. Et là après, moi je travaille à l'enjambeur. Et après, ça va être mené comment en taille là? À l'enjambeur, en cordon. Donc du coup, l'idée c'est d'avoir... Là, tu es en pleine formation de la vigne. Ouais, donc là je vais former le tronc, et puis l'année prochaine, je prendrai deux tiges qui vont faire les cordons de chaque côté. Donc cette année je fais juste les troncs là. Et j'ai une autre parcelle juste en dessous là, derrière le mur, je faisais la cuvée spèce avec. Donc je vais continuer, parce que j'ai toujours la parcelle. Et donc là on est sur du gobelet, donc ça rien à voir. On est sur du gobelet, donc rien à voir. Et puis je suis en train de récupérer un morceau un peu plus loin là-bas en pierre bleue. On est en train de racheter toute la vallée. Non, parce que le futur vigneron de Lantigné, il va pas nous en laisser, nous on a qu'un hectare, il nous en faut. On en cherche. On en cherche. Ça va me faire 2,5 hectares là sur le plateau, donc c'est
c'est super agréable pour bosser. Ouais. Ouais, bah ouais, c'est chouette. Ouais. Voilà. Et là, donc ça amène à combien au total? Donc du coup 3,5 si les blancs rentrent dans le... Et avec dans des la- projets, Dans l'équation. avec des projets du coup de pouvoir te mettre vraiment à temps plein et Ouais, lâcher ton boulot à exactement, côté. c'est l'idée. Ouais. grossir Ouais. un peu. Là, sur cette parcelle, cette année, j'aimerais bien vendre un peu de raisin. Comme c'est en certifié bio, je me dis que j'ai un peu des chances de trouver des On clients. dira si On peut être acheteur. acheteur. Parce que j'ai pas envie de tout vinifier, ça va faire un peu trop de vent en bouteille à vendre derrière. Oui, ouais. Faut avoir, voilà, faut avoir J'aimerais la monter, à distribution 5000 bouteilles cette année, donc de passer de 2 à 5 déjà ce sera bien. Ouais, puis il faut amortir. Enfin, après, Voilà, c'est un exactement. coup. Bon, bah Voilà. parfait. Merci en tout Bah, cas avec de plaisir. nous avoir reçus. Ouais, on C'est fait un très petit chouette. peu vite dans la vigne parce que là, il commence à bien pleuvoir. là. Ouais, Et c'est au moins on a sympa. pu vous présenter un vigneron Ouais, dans un c'est projet Global. global, comme on a vu, du Ouais. travail de la vigne avec des travail au cheval jusqu'à la petite Du capsule de cire sur le Bourgeon au bouchon. bouchon. Du bonjour, Donc, bouchon. voilà, on est dans le thème de la Ouais. chaîne et on est dans une présentation vraiment complète d'un domaine avec une démarche globale qui est assez intéressante. Non, mais c'est vrai que c'est chouette, c'est intéressant Chouette de de vous voir. recevoir, de vous faire goûter tout ça et ça fait plaisir. Bah non, mais merci à toi. Merci Et pour la tu dégustation, nous surtout. feras goûter Ouais. les blancs. Bah ouais, dès qu'ils sont là. Elle est impeccable. À bientôt. À bientôt. Allez, à hein. plus. Ouais. Ciao. Et n'oubliez pas surtout, on continue de suivre Du Bourgeon au Bouchon, d'aller Ouais. vous abonner sur Instagram, de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas le jeu concours. Et répondez aussi. à la question. Ouais. Répondez à la Question. question aussi, qu'est-ce que le vin orange? Non, c'est pas de l'apérole. Et ensuite, on n'hésite pas à s'abonner et surtout à liker, commenter. C'est très important pour qu'on puisse continuer à vous proposer ce genre de Voilà. vidéos. On va rentrer parce qu'il pleut un petit peu. Ouais. Merci Allez, encore. à bientôt. Et allez, à bientôt. Salut. Ciao, bye. Ciao.